Hello，大家好，我们今天请到哲学系的博士生 Juliette 来跟我们分享如何写一篇法国的论述文。Bonsoir Juliette. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous démontrer devant un sujet de dissertation comment traiter le sujet, problématiser, éventuellement faire un plan? Ok. Donc il faut savoir que la dissertation, c'est pas spécifique à la philosophie, il y a dans toutes les matières, du lycée jusqu'en master. Et généralement au bac, les dissertations de philosophie sont sous la forme d'une question. Donc il va s'agir de répondre à la question tout le long de la dissertation. Donc voilà, donc on a introduction, là où on introduit la problématique, on analyse les termes du sujet, on annonce le plan, et ensuite plan très souvent, presque toujours en trois parties, où chaque partie répond à la question d'une façon différente. D'accord. Alors pour illustrer ce que c'est une dissertation et ce qu'on doit faire devant un sujet de dissertation, j'en ai choisi un. Alors, le langage trahit-il la pensée ? Donc quand on se retrouve devant un sujet comme ça, le langage trahit-il la pensée ? Ce qu'on va faire, on va analyser, on va définir les termes de sujet. Donc très pratiquement, en gros, on remarque qu'il y a donc ces deux mots très importants là. On fait des flèches et on met tout ce qui nous passe par la pensée, enfin tout ce qui nous vient à l'esprit. Le langage, c'est des mots. Le langage, c'est la communication, le dialogue, etc. Et on fait ça pour tous les mots. On peut les définir, par exemple là c'est un verbe, etc. Et ensuite on essaye de faire des liens entre toutes nos définitions pour arriver à des paradoxes, des tensions, qui vont ensuite faire surgir ce qu'on appelle la problématique, mais en gros qui vont faire surgir toutes ces tensions sous forme de questions. Donc c'est toujours délicat de parler de problématique, puisque les étudiants s'imaginent toujours qu'il faut poser une question. Or, il y a déjà un sujet avec une question, oui. Donc il ne faut pas refaire une question, ça serait absurde. C'est plutôt mettre en avant une tension. Donc là, le langage parfois ne permet pas de transmettre la pensée, mais pourtant est-ce qu'il y a vraiment une pensée sans langage ? Donc c'est ça en fait, c'est juste une série de questions qui développent le sujet. Mais ça reste quand même le sujet. Une série de questions qui séparent un peu le sujet en petites parties pour traiter. Oui, en fait, je dirais que chaque question, ou chaque partie, une sorte d'interprétation du sujet. Et ce qui est bien, c'est dans chaque partie, pour pas faire ce qu'on appelle du hors-sujet, c'est de revenir à l'intitulé précis du sujet et d'essayer d'y répondre clairement. Donc là, première partie, du langage trahit-il la pensée ? Non. Le langage est ce qui permet de transmettre la pensée. Deuxième partie, le langage trahit-il la pensée ? Ben oui, parfois, oui. Troisième partie, le langage trahit-il la pensée ? Ben non, c'est tout à fait l'inverse. C'est la pensée qui permet, c'est le langage qui permet la pensée. D'accord, oui. Du coup, l'idée de l'importance de faire un plan avant vraiment commencer à écrire, c'est vraiment de voir que les trois parties sont bien enchaînées logiquement. Voilà. D'accord. 几个词有点复杂，我稍微解释一下。一个是问题意识，那另外一个是张力。问题意识的部分，文科的学生常常在写论文跟写作业的时候，常常会遇到问题意识，可想而知跟问题有关系。但是呢，它不是只有跟问题有关系，它还跟难题有关系。这两个东西，这两个词常常在中文里面很常搞混。那问题跟难题之间的差别在于，问题就跟 Juliette 在访谈里面所说的，面对一个题目，我们用不同的问题来拆解成不同的面向。那各个面向之间呢，它有它特定的逻辑关系，所以当我们先第一个把它分析成不同的面向，第二个再用它之间的逻辑关系把它组合在一起的时候，我们就对题目有一个比较全面性的了解，而这个全面性的了解让我们可以把难题做分析和综合。那张力的部分呢，有张力不单纯。
他的意思就是说，在两个或两个以上的元素之间，互相没有办法化约成同一个东西，所以在每一个元素之间，它有特定的逻辑关系。比如说，我们会有黑白或是阴阳对反、相反的这个关系，或者是悖论的关系，一个矛盾的关系。这个红球上面写的是篮球说的是，篮球上面写红球说的错，这样的东西就造成了一个悖论的关系。又或者是这个非常有名的这幅画上面，这不是一个烟斗，一个烟斗的画上面，那么造成了一个指涉跟指涉物之间的一个很特殊的关系。Et c'est pour ça que c'est très important de faire une transition entre chaque partie. La transition, ça va être tirer les leçons de ce qu'on a dit dans une première partie et montrer les limites de cette thèse. Donc, par exemple, à la fin de la première partie, j'ai voulu montrer que le langage permettait d'exprimer nos pensées. Et là, je commence à esquisser les limites de cette thèse en disant mais pourtant selon tel auteur, oui. etc. Dans cet exemple, voilà. Et faire ça pour chaque partie. Oui, du coup une transition c'est surtout de montrer qu'en fait cette thèse n'est pas exhaustive. Voilà. Pour passer à la suite. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un peu une question de... Enfin c'est dialectique. Répond oui, après on dit ah mais en fait non, et puis voilà. C'est autour, on met les auteurs, les textes philosophiques précis auxquels on pense, oui. Mais faire bien attention de ne pas partir des auteurs, pour pas faire du harcelé, mais bien partir du sujet vers les auteurs. Sachant que ça peut aussi nous donner des idées. Par exemple, si on sait que Hegel a dit qu'il n'y a pas de pensée sans langage, on comprend tout, ça nous aide à problématiser. Mais voilà. Donc, Juliette, tu as fait un an de master en Angleterre. Est-ce que tu peux faire une comparaison entre la dissertation anglaise et tes expériences en Angleterre et en France? Ok. Alors, donc, en fait, j'ai été étonnée au début parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune structure demandée en Angleterre, puisqu'il n'y a pas de sujet de dissertation, il ne va pas avoir de dissertation. Ça va être plutôt des essais de taille variable où on doit développer une thèse originale, personnelle, et du coup c'est vrai qu'on se sent un peu perdu au niveau méthodologique. Combien de parties, combien de sous-parties, qu'est-ce qu'on met dans l'introduction, etc. Et en fait, très vite j'ai réalisé que je pouvais tout à fait appliquer la dissertation française, la méthodologie de la dissertation française, à ce qu'on me demandait de faire en Angleterre. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question, quelle était la meilleure méthode. Et je ne sais pas exactement, mais je pense que l'essai anglais, son avantage, c'est de forcer à avoir une pensée personnelle. Et aussi, il met l'accent sur l'argumentation. Donc il faut être extrêmement rigoureux au niveau des arguments et des contre-arguments, etc. Alors qu'en France, les arguments souvent sont pas forcément aussi puissants que ceux demandés en Angleterre, mais il y a une structure beaucoup plus globale, où on peut plus facilement apporter les connaissances qu'on a, les connaissances historiques et de philosophie. Donc je trouve que les deux se complètent bien. D'accord. 在这一系列对于法国的哲学教育跟哲学考试的报道里面，主要是想要跟大家分享法国怎么样训练自己的学生来组织自己的思想跟有条理清晰的表达。这种能力其实在现代社会里面常常用到。这就是为什么哲学新媒体目前正在筹办进行一个募资的计划。那在募资计划里面呢，我所负责的就是论说文写作的课程开发。对我来讲，论说文写作的课程之所以重要，因为它可以训练3样非常重要的能力。第一个就是大家有抽象能力，因为在写论说文的时候，我们必须把思想抽象成概念来处理。那第二个当然就是逻辑的能力，在抽象出了概念之后，只有清楚的逻辑关系能让我们对问题的分析可以更清晰。
那第三个呢，可以训练我们综合的能力，也就是说，对自己提的问题要给一个结论，至少要找到一个答案，或者最终甚至找到解决问题的方式。如果你跟我一样认为这3个能力都是台湾社会非常需要的，那请大家多多支持哲学新媒体现在的募资方案，上网请搜寻哲学家的移动城堡。